Bienvenue au château de Bonneval à Coussac-Bonneval. Le château de Bonneval se situe à une quarantaine de kilomètres au sud de Limoges et une cinquantaine de kilomètres au nord de Brive. Ce château est un château de famille. Ce château a toujours appartenu à un Bonneval. C'est un des rares châteaux en France à n'être jamais sorti de la famille et encore habité par la famille. Vous allez voir à l'intérieur, chaque génération, ce qu'elles ont apporté, comme à l'extérieur aussi, les modifications qui ont été faites aussi, que chaque génération ont apporté à ce château. Ils ont transformé ce château d'un château médiéval à un château qui aujourd'hui est habitable. Vous pouvez voir la façade médiévale avec ces deux ponts-levis et en faisant le tour, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on dit toujours à nos visiteurs, c'est de faire le tour à pied du château parce que vous allez voir justement ces modifications. Quand on commence du côté nord, on va voir une façade qui est entièrement 17e avec les fenêtres à meneaux, ce qui caractérise vraiment cette époque. Ces fenêtres à meneaux ont été restaurées par mes parents, exactement comme le descriptif qu'ils ont trouvé dans nos archives. On continue encore un petit peu, vous allez voir une façade 18e. Alors cette façade 18e a été ouverte par Hippolyte de Bonneval, dont vous allez entendre parler beaucoup, parce que non seulement il a fait beaucoup de choses sur l'extérieur, mais aussi beaucoup à l'intérieur. On continue encore un petit peu, et puis là, quand on est sur le côté nord-ouest, c'est de nouveau la façade médiévale qu'on retrouve toujours sans aucune ouverture. En arrivant, vous allez voir sur le pont-levis aussi l'emblème de la famille, qui est un lion avec sa devise « Victorieux à tous les hasards », qu'on pourrait traduire contre « victorieux contre tous les dangers ». Je vous propose maintenant donc de rentrer à l'intérieur du château, où nous allons retrouver une cour intérieure qui est magnifique. Suivez-moi. Donc nous voilà dans la cour intérieure du château. Alors c'est une cour Renaissance. Alors c'est très surprenant parce que dans un château médiéval, trouver une cour Renaissance, c'est quand même assez atypique. Cette cour, elle est vraiment très belle. Vous pouvez voir les colonnes qui la soutiennent. Ce sont des colonnes qui sont entièrement différentes les unes des autres. Elles ont été apportées par Germain de Bonneval. Les plus anciennes que nous pouvons voir de ce côté sont en grès et ces trois qui ont été restaurées plus tard sont en granit. Elles ont été restaurées par Hippolyte de Bonneval. Alors Hippolyte de Bonneval, vous allez en entendre parler tout le temps dans le château parce que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de modifications. Il a vécu ici 56 ans et c'est lui qui est responsable d'avoir justement rendu ce château médiéval habitable. Hippolyte de Bonneval est entre le fin 18e, début 19e pour vous situer. Alors cette cour intérieure, avant c'était un chemin de ronde, tout était ouvert à l'époque médiévale. Et Hippolyte, justement dans cette idée de vouloir rendre le château habitable, a fermé ces chemins de ronde et a créé ces galeries avec ces beaux vitraux que vous pouvez apercevoir. Et derrière, alors le soir, le château est un château qui change complètement, ça devient un peu mystique, avec des petits éclairages, avec des petites lumières. C'est vraiment un autre château entre le jour et le soir. C'est vraiment quelque chose qui est fabuleux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment superbe. Maintenant, je vous propose donc de monter dans la salle des archives. Alors nous voilà dans les archives du château. Moi j'appelle cette pièce le cœur vraiment du château. Et bien pourquoi? Parce que là nous avons près de 30 000 pièces d'archives. Ces 30 000 pièces racontent toute l'histoire du château. Beaucoup d'inventaires, depuis presque la construction du château jusqu'à nos jours. Et nous continuons d'ailleurs les archives. Tout ce qui se passe de marquant dans la famille, comme la naissance de mon fils, le baptême, les mariages, et tout ça, on continue, on écrit, on les met dans des cartons pour les générations futures. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur. Là, vous trouvez des documents qui sont des parchemins, qui sont écrits en vieux français, en latin, quelques-uns très difficiles à lire. Et les documents les plus anciens que nous avons datent du XIIIe siècle.
Donc c'est vraiment une pièce où quand on commence à ouvrir un de ces cartons, eh bien on ne voit pas le temps passer parce qu'on commence à se plonger là-dedans et on veut savoir encore quelque chose et ça entraîne une autre chose. Enfin voilà, c'est vraiment le paradis pour ceux qui sont férus d'histoire. Derrière moi, vous avez l'arbre généalogique de la famille. Alors cet arbre généalogique est quand même très très complet. C'est un arbre qui commence en 1050, dont là nous avons la première signature. Ça a été on le retrouve dans les archives. Ça a été une donation de terre d'un Bonneval à des moines à Solignac. Le premier Bonneval se prénomme comme moi d'ailleurs, Géraud. D'ailleurs c'est moi qui me prénomme comme lui. Et nous n'avons que 2 Géraud dans toute l'histoire de la famille. Et, chose assez étonnante, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? Enfin, ça, je vous laisse réfléchir. Vous voyez qu'on arrive ici à la fin avec mes parents, Bernard et Marie-Antoinette de Bonneval. On ne peut plus continuer, justement, avec un autre cadre des archives. Donc on est en train de commencer un autre ici, eh bien, qui commence avec moi, qui se prénomme alors aussi Géraud. Donc vous voyez, cette histoire de famille presque 1000 ans après, eh bien, on a un Géraud de Bonneval qui commence aussi. On espère peut-être que ça continuera pendant encore 1000 ans, on verra bien. Donc maintenant, je vous propose de venir dans une des chambres qu'on appelle la chambre du roi. Donc nous voilà dans la chambre du roi. Alors cette chambre, elle se nomme comme ça parce que nous avons eu Henri IV, qui à l'époque n'était pas Henri IV, c'était Henri de Navarre, qui a participé à une bataille dans une petite commune qui s'appelle La Roche-l'Abeille, qui est à une quinzaine de kilomètres d'ici, en 1569. Et il a participé à cette bataille avec Gabriel de Bonneval. Donc avant de partir à cette bataille, il aurait couché ici. Bon, nous avons dans nos archives que Gabriel de Bonneval a participé à cette bataille à La Roche-l'Abeille avec Henri de Navarre, mais que Henri IV aurait couché ici, là c'est déjà un peu, mettons, une tradition orale, parce qu'il y a plusieurs lieux qui revendiquent aussi que Henri IV aurait couché, comme à Saint-Thirier, comme Ségur le château. Ces petites communes aussi revendiquent que Henri IV aurait couché avant la bataille de La Roche-l'Abeille. Donc là, en hommage un petit peu à cette tradition orale, vous avez le buste d'Henri IV avec de très belles tapisseries avec les armes de France et les armes de Navarre. Vous avez aussi un portrait qui est César Phébus. César Phébus, son fils justement, César Phébus François, c'est celui dont je vous parlais dans l'arbre généalogique. C'est là où s'est arrêtée la branche aînée et c'est passé donc à la branche cadette avec André de Bonneval, dont aussi vous avez le portrait d'André qui est là. Beaucoup de visiteurs nous demandent des fois, oui, mais les archives, c'est vrai que vous avez des archives qui sont très complètes. Comment est-ce que ça n'a pas été détruit pendant la Révolution ou comment le château aussi n'a pas subi aussi des dommages pendant la Révolution? Eh bien, à l'époque de la Révolution, le marquis qui était là était très populaire. Et il a été quand même assez protégé, enfin le château surtout, a été protégé par les propres villageois. Mais ça ne l'a pas empêché d'aller quand même au temple. C'était Gabriel André de Bonneval. Gabriel André de Bonneval était un très bon peintre. Et il a été tout de suite remarqué et réquisitionné par le comité révolutionnaire pour restaurer les tableaux qui étaient pillés, qui étaient volés. Naturellement, Gabriel de Bonneval faisait ça très lentement, les restaurations, parce que, bon, plus il mettait du temps, plus il avait du temps à peut-être échapper de la guillotine. Il y avait d'ailleurs le geôlier qui se sont devenus de bons amis, qui lui a demandé de faire le portrait de sa fille. Pareil, il faisait durer ce portrait un peu comme le conte des 1001 nuits. On peut apercevoir Gabriel André, petit, qui est justement avec sa mère sur ce portrait qui se trouve ici, dans cette chambre. Je vous propose maintenant de venir dans la chambre de Hippolyte de Bonneval. Alors voilà, nous sommes ici dans une des chambres que je trouve une des plus belles chambres, parce que c'est une chambre qui se trouve dans une tour, donc avec plusieurs fenêtres, on a le soleil à plusieurs moments de la journée. C'était la chambre d'Hippolyte de Bonneval, dont je vous ai parlé un petit peu, et on va continuer encore à en parler, parce que nous allons voir encore d'autres pièces et d'autres transformations que Hippolyte a fait dans le château. On peut voir son portrait, où il est habillé en général d'Empire.
Hippolyte était un visionnaire. Hippolyte de Bonneval a commencé à voir qu'il y avait le kaolin qui se faisait, il y avait une grosse carrière de kaolin à Marcognac, qui est à 5 km d'ici de Coussac. Et il s'est dit, tiens, la porcelaine, pourquoi pas me lancer là-dedans? Et il a créé une manufacture. Cette manufacture n'a pas fonctionné longtemps, de 1820 jusqu'à 1855. Mais elle faisait vraiment de très beaux objets, dont nous allons voir après quelques exemples dans une vitrine qui se trouve en bas. Hippolyte, pour montrer un petit peu son caractère, Hippolyte de Bonneval avait été appelé à la cour parce que le roi cherchait une personne pour avoir le titre de duc en Limousin. Hippolyte a été un des prétendants par le roi, donc il le fait venir, mais le problème c'est qu'à cette époque-là, eh bien, on ne pouvait pas travailler, ou alors ce qu'on pouvait avoir comme travail était peut-être dans la verrerie, mais surtout pas dans la porcelaine ou dans d'autres choses. Donc le roi présente ça à Hippolyte en lui disant « Oui, vous avez quand même une fâcheuse histoire de porcelaine, est-ce que vous pourriez arrêter un petit peu ?» Hippolyte a regardé le roi et lui a dit « Écoutez, sire, je préfère faire des assiettes en Limousin que des plats à la cour. » Et il est parti. Donc vous voyez comme ça le caractère un peu du personnage qui est Hippolyte de Bonneval. Donc avant d'aller dans une autre chambre aussi d'un personnage qui a marqué un peu l'histoire des Bonneval, j'aimerais vous montrer un petit peu ce plafond. Ce plafond de cette chambre, nous sommes à la fin de la tour, donc c'est un plafond, vous voyez, en ogive, et on a pratiquement 8 mètres entre le haut du plafond et le sol de cette chambre. Donc on peut voir à Bonneval, les proportions sont vraiment quelque chose d'énorme. N'importe quoi ici prend des proportions très rapides. Avant de rentrer justement dans la chambre de Claude-Alexandre de Bonneval, dit plus connu sous le Pacha, j'aimerais vous parler un petit peu de cette galerie. Nous sommes au second étage. Cette galerie, on l'appelle la galerie des ancêtres, parce que là, vous allez retrouver plusieurs portraits de mes ancêtres, dont Germain de Bonneval, celui dont on a parlé, qui a construit la tour de la chapelle, qui a fait justement la cour intérieure. Et après, des portraits aussi, des photos plutôt, des générations plus récentes. Vous avez là mon grand-père avec ma grand-mère, donc Henri et Blanche née Lapanouse. Vous avez mon père ici avec ma mère, née, c'est-à-dire Bernard, voilà, et Marie-Antoinette née d'Almeida Correia, qui était brésilienne. Moi et mon épouse Martha, née Almeida Gonçalves, aussi qui est brésilienne, et mon fils qui s'est tout juste marié il y a même 2 ans avec Kate Flanagan, et tous deux habitent à Washington. Alors nous voilà dans la chambre de Claude-Alexandre de Bonneval, plus connu sous le nom de Pacha de Bonneval. C'était vraiment un personnage, quand vous regardez ou que vous faites des recherches un petit peu sur la famille Bonneval, c'est toujours son nom qui va apparaître. C'était un personnage très connu au XVIIIe. Il a vécu entre le XVIIe et XVIIIe siècle. Le Pacha de Bonneval. Alors pourquoi Pacha de Bonneval? Un Pacha du Limousin. Eh bien, Claude-Alexandre de Bonneval était un brillant militaire. Il a commencé très jeune sa carrière militaire. À 13 ans, il était déjà enseigne de vaisseau dans la marine. Mais il avait un fort caractère. Et ce caractère, des fois, lui a joué quand même beaucoup de mauvais tours. Il s'est mal entendu avec le ministre de la guerre de Louis XIV, Chamillard, ce qui lui a fait obligé de partir. Donc il est parti à Vienne sous le prince Eugène, où là aussi, pareil, dans l'infanterie, il a fait aussi beaucoup de choses, ils ont gagné beaucoup de batailles, mais encore son caractère, il a voulu être encore plus grand que le prince Eugène, et le prince Eugène a mis le haut là, et donc le voilà encore une fois contraint à partir, et là il est parti à Istanbul, en Constantinople. Et à Constantinople, pareil, il a remis sur pied toute l'armée turque. C'était une armée qui n'avait pas encore de gros moyens. Ils venaient encore ils avaient des techniques qui dataient de Suleiman.
Et naturellement, avoir un brillant militaire comme Claude Alexandre, ben, elle a été tout de suite acceptée et il a mis sur pied alors cette armée turque. Il a construit même une école un peu d'élite qui existe jusqu'à aujourd'hui, un petit peu notre Saint-Cyr que nous avons ici en France, eh bien, il l'a fait là-bas à Constantinople. Et pour le remercier de tout ça, donc le sultan lui a donné ce titre de pacha, pacha à 3 queues même, qui correspond aujourd'hui comme un général, mettons 3 étoiles. Donc c'était vraiment un personnage avec un caractère vraiment très très fort. Il disait toujours qu'il voulait mêler ses os à ceux de ses ancêtres. Donc mes grands-parents, même mes parents, ont essayé de le ramener ici en France, mais pas moyen, le gouvernement turc ne veut pas, il est monument national là-bas, donc si jamais vous voulez aller visiter son tombeau, ça se visite, vous pouvez y aller. Claude Alexandre de Bonneval, donc vous avez plusieurs portraits de lui ici dans cette chambre. Il est né dans cette chambre. C'est ça qui fait justement un peu la force que quand il y a des visiteurs qui viennent, eh bien ils nous demandent « Est-ce qu'on peut visiter la chambre du Pacha ?» Eh bien oui, c'est cette chambre là où il est né, dans ce lit que vous voyez ici. Alors, c'était la chambre, on dit la chambre du Pacha, mais c'était la chambre de sa mère au tout début, la chambre de Claude de Monceau. Et Claude de Monceau était vraiment un peu ésotérique peut-être, je ne sais pas, mais vous pouvez apercevoir dans cette chambre des boiseries qui sont magnifiques. Et ces boiseries, j'aimerais bien vous montrer une d'ailleurs, très très travaillée, où on peut apercevoir. Alors le Pacha n'était pas né encore, mais on peut apercevoir des cocotiers avec un espèce de petit bateau qui ressemblerait peut-être à un petit bateau un peu turc, vous voyez. Donc c'était déjà, est-ce qu'on était déjà en train de pressentir un peu l'avenir du Pacha? On ne sait pas. Et avec cette petite citation qu'on peut lire ici, « Amour les joints ». C'est vraiment un travail alors qui date de l'époque de Claude de Monceau, comme vous pouvez voir aussi, dans cette merveilleuse porte. Bon, là, on a la passion un peu du Christ, mais ici, des figures un petit peu que je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut représenter, mais qu'est-ce qu'elle avait dans sa tête, Claude de Monceau, quand elle a fait faire un peu ces boiseries. Et dans cette chambre, il y a aussi un petit détail qui est quand même assez intéressant, parce que plusieurs visiteurs, d'ailleurs, même pas que, je crois que nous tous, nous avons un petit peu cette idée dans la tête, un château fort, il y a des passages secrets, il y a des oubliettes. Alors, il n'y avait pas d'oubliettes dans Bonneval, mais on a quand même un petit passage secret que j'aimerais vous montrer. En ouvrant ce placard, qui est un placard, jusqu'ici, nous avons un placard normal. Et si nous ouvrons la petite porte, la première, et si nous ouvrons encore la seconde, eh bien nous voilà dans la chambre du roi. Voilà, c'était on n'en a pas beaucoup, il n'y a que celui-ci à Bonneval, mais c'est quand même notre petit passage secret. Alors maintenant, je vous propose de venir à la chapelle du château, la chapelle qui a été justement construite par Germain de Bonneval. Donc nous voilà ici à la chapelle du château, cette chapelle qui a été construite par Germain de Bonneval. C'est une petite chapelle, on se trouve juste au-dessus du pont-levis. C'est une très très belle chapelle. Une chapelle que vous voyez en ogive, avec au centre le blason Bonneval. Vous avez de très très beaux anges qui sont attribués à Bouchardon. Alors cette chapelle, elle est consacrée, elle a été consacrée en 1825, et c'est-à-dire qu'on peut faire ici tous les rites catholiques. Donc il y a eu beaucoup de baptêmes, il y a eu quelques mariages, même aussi des veillées. Donc c'est une chapelle qui vit, enfin une chapelle qu'on utilise souvent.
D'ailleurs, toutes les pièces que vous allez voir à Bonneval, ce sont des pièces qui vivent. Mes grands-parents, comme mes parents, et même nous avec Marthe, on ne veut pas avoir un côté, on peut toujours penser, oui, le château, vous avez un côté à vous, et tout le reste, vous n'y êtes pas. Eh bien non. On vit partout dans le château. C'est ça qui rend d'ailleurs, vous allez voir, on a déjà eu des commentaires de plusieurs visiteurs qui disent « mais ce château, il vit, on sent qu'il a une âme ». Mais oui, il vit. Vous allez voir le salon que nous allons voir après. Ce n'est pas un énorme salon, mais c'est un grand salon. Mais on y est quand on reçoit nos amis, on les reçoit dans ce salon. La salle à manger, quand on a des repas, eh bien c'est dans la salle à manger qu'on les prend. Les chambres, toutes les chambres que vous avez vues, celle du Pacha, la chambre du roi et puis d'autres encore, eh bien ces chambres, pareil, nos amis, ils sont dans ces chambres. Donc vous voyez, c'est un château qui est vraiment très très vivant et un château qu'on veut justement maintenir un petit peu dans cet esprit. Dans la chapelle ici, vous allez apercevoir plusieurs petits saints. Alors ce sont des saints qui viennent du Brésil. Je vous ai parlé que ma mère était brésilienne, Martha est brésilienne. Donc vous allez trouver pendant la visite aussi des petits objets qui viennent de ce pays. Donc là, ce sont des petits saints qui datent du XVIIIe siècle et qui viennent de l'État de Minas Gerais au Brésil. Et vous avez alors aussi la patronne du Brésil, qu'on peut apercevoir là, qui est Nossa Senhora de Aparecida, Notre-Dame de l'Apparition, ainsi que tous les autres petits saints que vous voyez sur la commode aussi. Ce sont des saints qui viennent du Brésil. Donc maintenant, je vous propose d'aller dans la galerie, la première galerie qu'on appelle la galerie des pages. Donc ici, nous sommes dans la galerie, la première galerie du château qu'on appelle la galerie des pages. Alors ici, nous allons trouver beaucoup de décorations faites par Hippolyte de Bonneval. Ces tapisseries que vous voyez, nous en avons 5, on les retrouve d'ailleurs dans les archives du château. Ce sont des tapisseries qui se démarquent par les armes qu'on voit en haut, les armes Bonneval et les armes de la famille de Bénac, une famille du Périgord. Si on avance encore un petit peu, on voit cette magnifique porte qui date, elle, de la Renaissance allemande. C'est une porte qui est entièrement sculptée dans la masse. Vous pouvez voir le martyre de Saint-Pierre et de Saint-Paul. C'est une porte encore achetée par Hippolyte de Bonneval et mise ici au château. Hippolyte, pour lui, Bonneval, il fallait que ça soit le plus beau. Il fallait que tout ce qui se trouve à l'intérieur du château soit le plus beau. Il avait des rabatteurs, je dirais, qui étaient toujours en train de regarder dans des ventes aux enchères ou dans des châteaux qui se démantelaient. Eh bien, s'il y avait des choses intéressantes, Hippolyte les achetait pour mettre ici à Bonneval. Et vraiment, je pense qu'il est arrivé à ça, parce que vous allez voir, cette galerie, elle est vraiment superbe. Et les pièces que nous allons voir après aussi, décorées aussi toujours par Hippolyte, sont magnifiques. Alors si on avance encore un petit peu, on se trouve devant ce coffre, qui est un des coffres les plus anciens du château. C'est un coffre qui, tout le côté que nous pouvons apercevoir ici, date du XIVe. Il représente le Christ avec ses 12 apôtres. C'est vraiment une des pièces majeures du château. Une autre pièce aussi très intéressante, c'est ce Christ. Ce Christ, c'est un travail du XVIIe qui est un Christ portugais, un travail portugais. Il se démarque un petit peu parce qu'on a l'habitude de voir toujours le Christ sur une croix ou dans la position de crucifié. Et là, on le voit assis, les mains attachées. Donc ça aussi, c'est une pièce très intéressante à cause de ça. Si on continue toujours d'avancer un petit peu dans cette galerie, eh bien, on va retrouver encore des objets brésiliens. On a des pierres qui viennent du Brésil. On a quelques petits objets du folklore brésilien. Et même dans la terre des émaux, ici à Limoges, on a un émail fait au Brésil, qu'on peut trouver ici, sous la desserte. C'est un émail qui représente des danseuses. Ce sont des danseuses au nord du Brésil. Ce sont des danseuses de Bahia.
Bahia, et là, elles sont en train de faire une danse pour la déesse des mers qu'on appelle la Iemanjá au Brésil. En avançant toujours, on retrouve encore les 3 autres tapisseries dont je vous ai parlé au début, avec les armes Bonneval et Bénac. Alors nous voilà déjà dans le premier petit salon. Tout ce côté ici a été fait et décoré par Hippolyte de Bonneval. Toutes les ouvertures dont je vous ai parlé en début, on dit que quand on fait le tour de Bonneval, eh bien on se trouve après devant la façade 18e, eh bien vous allez la trouver ici maintenant. Il y a 17 fenêtres qu'Hippolyte a fait ouvrir. Il faut imaginer qu'avant, à la période médiévale, il n'y avait aucune ouverture, et c'est grâce à ces ouvertures maintenant que le château est vraiment éclairé. Avant, naturellement, il n'y avait aucune lumière. Voilà des petits exemples de la manufacture d'Hippolyte aussi que vous allez trouver. Ce sont des pièces en porcelaine que Hippolyte faisait dans sa manufacture. Ce sont des pièces qui étaient toutes blanches. Vous pouvez voir ici, par exemple, cette soupière, et partaient à Paris ensuite pour être décorées. Cette manufacture, comme je vous ai dit, n'a fonctionné qu'une trentaine d'années. Tout le décor ici qu'on peut voir dans les boiseries, c'est Hippolyte de Bonneval. Le grand salon que nous allons voir après, vous allez voir, ce sont des boiseries qui sont signées Pluvinet, des boiseries qui ont probablement appartenu à un hôtel particulier à Paris, qui après ensuite ont été démontées. C'était vraiment la mode Haussmann, comme le boulevard Haussmann. Et Hippolyte était à l'affût de ça. Et dès qu'il a trouvé justement de cet hôtel particulier, dont j'ai oublié malheureusement le nom, mais je peux peut-être après le retrouver, a fait acheter ces boiseries, a fait venir ici à Bonneval et a demandé à la personne qui s'occupait un petit peu justement des décors d'installer ça ici au château. Il ne voulait pas savoir si ça allait ou si ça n'allait pas. Il fallait le mettre à Bonneval. Alors on peut voir ici un petit détail intéressant. Même cette colonne, vous voyez qu'elle est un petit peu tordue, on voit que c'est vraiment un peu de bricolage, mais Hippolyte voulait à tout prix ce décor dans cette pièce. Dans le grand salon, Hippolyte, lui, là, le travail est vraiment très très bien fait. On ne voit aucune colonne tordue. Vous avez ces 2 glaces face à face, un petit peu, qui donnent cette notion de profondeur. Un très très beau plafond, qui est le temps emportant la vérité. C'est attribué donc à Boucher, grand peintre du XVIIIe. Vous avez cette merveilleuse tapisserie, qui est une tapisserie de Fontainebleau. Elle représente Mercure. Alors c'est assez rare, les tapisseries de Fontainebleau, elles n'ont fonctionné qu'une quinzaine d'années sous le règne de François Ier. Donc vous voyez, tout était vraiment choisi, pensé, et il fallait que ça soit vraiment quelque chose de très beau pour Bonneval. Hippolyte vraiment avait une adoration pour ce château, et il voulait vraiment que ce château soit un des plus beaux châteaux en France. On voit un très très beau tableau derrière qui représente une nature morte, peint par Gabriel André, dont c'est celui que je vous ai parlé, qui a échappé à la Révolution grâce à ses talents de peintre. On peut apercevoir aussi les dessus de porte. Ce sont des dessus de porte qui représentent des scènes un petit peu de la mythologie grecque, aussi apportées par Hippolyte. Ce sont des tableaux, des dessus de porte du XVIIIe siècle. Alors voilà un autre petit salon, le petit salon qu'on appelle le salon de Diane. Et là encore, vous pouvez voir justement cette passion qu'avait Hippolyte pour Bonneval, cette grande cheminée par exemple. Alors comme je vous avais dit, Hippolyte était toujours à l'affût d'objets qui proviennent enfin de divers châteaux. Donc il a trouvé justement le château d'Annette qui a pris feu, il y a eu une vente aux enchères et il a acheté justement le linteau du lit de Diane de Poitiers qu'il a fait mettre ici. Après, d'autres boiseries qu'il a montées un petit peu pour créer cette cheminée majestueuse. Il s'est tellement emballé d'ailleurs que vous pouvez voir qu'il a fallu percer le plafond pour faire rentrer sa cheminée. Vous avez encore des petits dessus de porte aussi assez intéressantes aussi avec des décors un petit peu flamandes.
qui aussi date du XVIIIe siècle. Donc nous voilà ici dans la salle à manger du château. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la salle à manger vit. Nous prenons nos repas ici. C'est une salle à manger qui est très très bien décorée. Alors il y a une histoire quand même assez amusante, qui sont ces tableaux que vous voyez là. Ce sont des tableaux fin du XVIIe, début XVIIIe, peints par Schumann, un peintre hollandais. Et on avait retrouvé ça dans les archives, qu'il y avait beaucoup de tableaux du peintre Schumann. Et mes parents, quand ils ont pris possession du château, ne trouvaient pas ces tableaux. Mais où sont les tableaux Schumann? Et une fois, en ouvrant une vieille malle dans le grenier, ils ont trouvé des cartons roulés comme ça. Quand il a ouvert, eh bien, c'était les fameux tableaux Schumann, qui étaient dans un état, comme vous pouvez l'imaginer. Donc ils ont apporté tout ça à Paris, ils ont fait restaurer, et donc les voilà, les tableaux Schumann. Alors le peintre Schumann était un peintre assez connu pour peindre des oiseaux. Je ne suis pas un très très grand connaisseur pour vous expliquer tous ces oiseaux, mais ce sont des oiseaux de la région, typiques enfin d'ici, du Limousin. Vous avez une très belle tapisserie. Alors cette tapisserie, c'est de la manufacture des Flandres, ça date aussi du XVIIIe siècle. Et elle représente le roi Chapour, vainqueur de l'empereur Valérien. Alors, on peut voir le roi Chapour avec un petit sourire, mais il ne faut pas trop se fier aux apparences. Il était vraiment très très cruel. Il a transformé l'empereur quand même, l'empereur Valérien, en son marchepied pour qu'il puisse monter sur son cheval. Donc, vous voyez, c'était vraiment quelque chose pour rabaisser son ennemi. Alors ici, nous avons aussi quelque chose quand même d'assez intéressant. On est toujours aussi sous les décors d'Hippolyte. C'est un peu l'ancêtre un peu de l'insert. On le charge à l'arrière de bois. Ensuite, on ouvre ces petites ouvertures que nous avons sur les côtés ici. On a l'air chaud qui chauffe un peu la pièce. Et en même temps, il devait y avoir une plaque ici en haut de ce poêle et on pouvait chauffer les plats. Donc c'était pour ça que c'était installé ici dans la salle à manger qu'on pouvait avoir un réchauffe-plat au fond. On arrive à la fin de cette visite. J'espère que cette visite vous a plu, que ça va vraiment vous donner envie de venir connaître ce château, de sentir justement ces petites vibrations qu'on essaye de transmettre avec mon épouse. Le château est ouvert à partir du mois de juillet jusqu'aux Journées du patrimoine, tous les jours sauf le lundi, dans les après-midi, à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. Ce sont les heures de visite, mais vous pouvez venir même avant, vous promener dans le parc, faire le tour du château, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour découvrir un petit peu toutes ces belles façades. Alors le château aussi organise d'autres manifestations. Nous avons donc les visites, nous avons aussi des mariages, nous avons des séminaires d'entreprise, enfin plusieurs petites choses que nous essayons de mettre ensemble. Cette année, nous avons inauguré un gîte aussi, qui est un petit gîte avec deux chambres pour une capacité de 4 personnes, mais vous êtes dans le parc du château, vous êtes un petit peu nos voisins. Voilà, donc j'espère que tout ça vous donne envie de venir connaître Coussac-Bonneval et surtout de connaître le château de Bonneval. Nous serons ravis de vous accueillir, Matt et moi, pour vous faire découvrir ce château dans la famille depuis presque 1000 ans maintenant.